On va de suite passer à notre dernière intervention qui donne l'occasion d'avoir deux chercheuses qui sont donc Francine Niambek-Mebamba et Fanny Gallo. Donc, je vais vous présenter brièvement. Donc, Francine, tu t'es déjà présentée tout à l'heure, mais je vais, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, rappeler que tu es maîtresse de conférences en sciences de l'éducation à l'UPEC, c'est-à-dire à l'Université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne, que tu fais partie du laboratoire LIRTES et plus précisément dans l'axe de recherche PARCI. Tes travaux de recherche interrogent des inégalités et des discriminations liées aux rapports sociaux dans le champ socio-éducatif, et ce, à travers une perspective intersectionnelle. Voilà, tu es par ailleurs référente de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme à l'UPEC, donc depuis septembre 2019. Fanny, quant à toi, donc toi tu es historienne, tu enseignes à l'INSPE de Créteil, tu es historienne, alors je ne sais pas, excuse-moi, comment se prononce ton affiliation, CRHEC? Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. C'est vraiment pas CREC. Pas important. Tes recherches en éducation portent sur le genre, les discriminations ethno-raciales et la perspective intersectionnelle également. Tu as participé à l'organisation du colloque Penser l'intersectionnalité en éducation qui s'est tenu à l'INSPE de Créteil en 2017 et tu as participé au manuel Enseigner l'égalité filles-garçons paru aux éditions Duno en 2019 avec Gaëlle Pasquier et Naïma Anka Idrissi. Voilà, donc vous allez à présent nous présenter votre recherche sur l'enseignement de la laïcité dans les écoles ségrégées de Créteil. C'est à vous. Oui, une petite question avant de commencer. De combien de temps disposons-nous précisément de manière Alors, normalement, je dis bien normalement, le temps était de 20 minutes plus 10 minutes de questions. Tous les autres intervenants ont pris leurs 10 minutes de questions, donc et sentez-vous à l'aise de les prendre également. Non, je ne pense pas, mais c'était simplement ça. Bon, merci beaucoup. On est ravis d'être là. Je suis ravie d'être là puisque Francine a déjà parlé ce matin. Je pense que c'est vraiment un colloque absolument essentiel et, et qui est très important, en particulier dans la période dans laquelle on se trouve aujourd'hui et dans la période qui va venir. Donc, notre contribution, elle va faire un peu un pas de côté par rapport à la contribution de Lola juste avant, mais finalement, elle va prolonger dans une certaine mesure. Et donc, quelques points vont être peut-être précisés avec nous, notre terrain d'enquête, et d'autres, on va aborder aussi d'autres questions, mais elle fait un pas de côté puisque nous, on s'interroge véritablement sur la question de l'enseignement de la laïcité, donc dans le cadre des nouveaux programmes de MC depuis 2015. Et en particulier donc à Créteil, dans l'académie de Créteil. La première chose quand même qui me semblait important de signaler, y compris d'ailleurs pour peut-être commencer aussi à discuter l'intervention précédente, c'est que nous, un des préalables qui est important pour nous, c'est d'envisager qu'il n'y a pas finalement une laïcité scolaire, c'est qu'en réalité, il y a des laïcités scolaires, ou plutôt, on va dire que dans la laïcité scolaire, il y a des tensions entre une laïcité qui autorise, une laïcité qui interdit, des tensions que l'on voit se répercuter dans tous les supports qui sont proposés, que ce soit la charte, mais que ce soit aussi les manuels scolaires et puis toutes les séquences et les séances qu'on peut trouver en ligne. Et en fait, c'est aussi avec cette tension que les enseignants et les enseignantes composent dans le contexte dans lequel on se situe et dans le territoire dans lequel on se situe. Donc ça me paraissait déjà important. C'est un peu sous forme de question aussi, du coup, par rapport à Lola, sur comment est-ce qu'elle envisage cette tension, dans quelle mesure, et pour aussi d'ailleurs rebondir et échanger entre nous. Alors, je ne vais pas revenir ici sur les programmes, les instructions officielles, parce que j'imagine que tout le monde, que beaucoup en tout cas, les connaissent, ou sinon je vous invite à aller voir les programmes de cycle 2 ou de cycle 3, puisque c'est vraiment sur les cycles sur lesquels nous, on a travaillé. Je ne reviens pas non plus sur l'ensemble des enquêtes qui ont été déjà menées sur la question de l'enseignement de la laïcité, puisqu'il y en a quand même plusieurs, et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui les ont réalisées, qui sont ici présents et présentes, mais simplement pour dire, en gros, nous, notre optique, ça a été d'aller véritablement voir dans les classes ce qu'il se passe quand on enseigne la laïcité, c'est-à-dire comment on l'enseigne,
quel support on utilise pour l'enseigner, quel questionnement on met en œuvre dans l'enseignement, quelles sont les interactions en classe, qu'est-ce que ça produit, qu'est-ce qui se discute en fait au quotidien dans les classes quand on enseigne la laïcité aujourd'hui donc dans l'Académie de Créteil. Alors simplement pour préciser, ça me semble important de m'arrêter un peu longtemps là-dessus, enfin longtemps, ça va être 2 minutes, mais le dispositif d'enquête est un peu particulier puisque nous sommes toutes deux, Francine et moi, formatrices, donc à l'INSPE de Créteil, et on nous attribue, comme chacun des formateurs et des formatrices, des stagiaires à aller visiter dans leur classe. Donc, ce n'est pas nous qui décidons de qui on va aller rencontrer, et on n'a pas été très sympa pendant 2 années, mais on l'a fait. On a demandé à tous les stagiaires qu'on devait visiter de nous faire proposer une séance sur enseigner la laïcité. En fait, donc de l'année 2017-2018 et 2018-2019, tous les stagiaires qu'on a visités, donc évidemment en cycle 2 et cycle 3, ont réalisé des séances sur la laïcité. Et donc, ça constitue finalement notre matériau, notre terrain d'enquête, ces visites que nous menons dans le cadre de notre travail de formatrice. Donc voilà, donc on a observé donc ces cours, ces séances en classe, et quand c'était possible, mais ça ne l'a pas toujours été, donc on a fait 25 observations, mais quand ça n'a pas été possible, quand c'était possible, du coup, on réalisait des entretiens dans la foulée, c'est-à-dire qu'on faisait le moment de débriefing en tant que formatrice, on va dire, et puis ensuite on le faisait le moment d'enquête, de chercheuse finalement, où on posait des questions sur la question plus précise de quelle formation avez-vous reçue sur les questions de laïcité à l'INSPE, comment est-ce que vous avez perçu la séance que vous avez mise en œuvre aujourd'hui, et puis je ne rentre pas dans les détails des questions, mais aussi qu'est-ce que ça a été, comment vous avez perçu notre demande, c'est-à-dire nous on est l'institution quand on y va, et donc du coup qu'est-ce que vous avez perçu de notre demande en définitive. Donc c'est un peu ça le dispositif qu'on a mis en place et qui me semblait important de souligner. Donc il s'agit bien d'enseignants fonctionnaires stagiaires. Donc, pour la plupart d'entre elles et eux, c'est la première fois qu'ils ont des classes en responsabilité. Certaines pouvaient venir du second degré, mais globalement, ce sont des jeunes enseignants et enseignantes qui arrivent et qui se trouvent confrontés à une classe pour la première fois, en définitive. Et ça, c'est important puisqu'ils sont dans l'entrée dans le métier, et donc forcément, ça informe aussi des résultats de l'enquête qu'on va présenter, puisque quand on entre dans le métier, on a quand même un certain nombre de doutes, de difficultés, d'incertitudes, et dans ce qu'on peut mettre en œuvre dans la classe, sans parler évidemment, la gestion de classe et tout ce que ça peut impliquer comme stress en général. Voilà, donc j'ai rapidement présenté. Ah oui, donc je vais. Attendez, oui, j'ai oublié un élément important qui était effectivement. Nous sommes donc à Créteil, et ça excusez-moi, j'ai oublié du coup. Donc, un territoire qui avait été considéré comme perdu de la République. Je pense que vous avez aussi suivi toute cette histoire. Donc, il y a un territoire particulièrement stigmatisé, et donc avec lequel, je ne rentre pas non plus là-dedans dans les détails, mais doivent composer les enseignants et les enseignantes qui, d'ailleurs, pour certains d'entre eux, et ça, je pense que c'est important, arrivent à Créteil et, par exemple, étaient, à Nancy ou à Dijon auparavant, mais ont obtenu le concours dans l'Académie de Créteil. Excusez-moi, j'ai pas du tout suivi le PowerPoint, donc c'est pas grave, le voici. Rapidement, vous voyez rapidement l'enquête. Voilà. Et donc, pour annoncer juste le plan et donner la parole immédiatement à Francine, nous allons donc revenir sur quatre points qui résument un peu donc nos résultats. Des vises conformes au programme avec des orientations donc différenciées, des supports variés, les incertitudes pédagogiques, la laïcité, une valeur de la République, et contourner l'islam, tensions et ruses pédagogiques donc des stagiaires. Je laisse la parole à Francine. Merci Fanny. Alors, assez rapidement, du coup, sur les visées, on note dans l'ensemble un souci de tous les EFS, donc EFS, enseignants, fonctionnaires, stagiaires, de coller au programme
Et ce qui n'est pas un détail, hein, puisqu'on a affaire à des étudiants qui débutent quand même dans le métier. Donc ça, c'est en plus de ça, il faut souligner que c'est aussi un point sur lequel ils sont évalués, donc un point du référentiel des compétences des enseignants. Alors, voilà, cette conformité, hein, elle consiste à coller aux prescriptions, notamment en ce qui concerne la question de la liberté de croire ou de ne pas croire, ou encore la distinction entre croire et savoir. Donc, on a quelques extraits des fiches de préparation, hein, des séances qu'on a aussi là étudiées, et donc je vous laisse lire. Donc, il y en a une là qui dit promouvoir la laïcité, le respect et les libertés de chacun, mais également éviter toute forme de prosélytisme. À l'école, on apprend à échanger, mais pas à imposer des idées aux autres. Donc, on a le droit d'avoir des points de vue, mais pas de les imposer, par exemple, par des signes extérieurs. Donc, ça, c'est déjà intéressant. Ça permet déjà de donner quelques éléments de compréhension de la neutralité par cette EFS. Donc, sur la seconde fiche, donc, une autre mentionne faire prendre conscience que la laïcité est un principe positif qui permet de garantir certaines libertés, et ne pas voir ce principe comme étant négatif ou par l'interdiction de porter des signes ostentatoires à l'école publique. Donc, on voit déjà là se dessiner des orientations différentes, hein, alors même qu'on va s'appuyer toutes et tous sur les prescriptions officielles. Alors, donc, il s'en dégage quand même le point commun, hein, c'est la tolérance et le vivre ensemble qui sont valorisés là, mais deux conceptions différentes de la place de la religion à l'école. Donc, comme le montre, par exemple, la prise en charge de la question du prosélytisme dans la première fiche, et qui présente toute une conception du prosélytisme qui rejoint un petit peu l'idée que le port passif de signes religieux et leur manifestation extérieure se suffirait à elle-même pour recruter des adeptes, hein, y compris, comme le souligne Vincente Fortier, y compris en l'absence de zèle ardent déployé à cette fin. Donc, enfin, ça, on le retrouve aussi sur la question du port du voile par les accompagnatrices, hein, qui est perçu comme, comme étant du prosélytisme. Donc, ce que souligne dans les entretiens, d'ailleurs, d'autres EFS, notamment sur le fait que on n'a pas tout ce qui, j'ai une citation là qui consiste à dire que tout ce qui est ne pas montrer à ce qu'on croit, ça c'est déjà pas mal. Donc, pour justement, vous voyez déjà un petit décalage. Et en plus, la justification, c'est le fait de protéger les élèves dans leur vie privée comme dans la vie publique. Donc, qu'ils sachent qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi en public. Enfin, dans la vie publique, c'est-à-dire voilà, le port en lui-même de ces signes religieux est assimilé un peu à faire n'importe quoi. Donc, alors, à l'opposé, on retrouve plutôt une posture inclusive, hein, qui apparaît dans la trace écrite de cette enseignante, donc d'une autre enseignante, et celle qui semble avoir vraiment une visée plutôt inclusive. Et dans cette trace écrite, elle souligne bien voilà, le fait de valoriser la pluralité religieuse. Donc, les religions sont nombreuses, toutes ont des fêtes où les familles se rassemblent. Le principe fondamental de la laïcité, c'est permettre de vivre ensemble en respectant les croyances de chacun. Alors, au-delà des objectifs qui sont affichés, hein, une étude des ressources et des supports est nécessaire pour approfondir tout ça. Et il faut peut-être rappeler aussi là l'intérêt, enfin l'importance plutôt du support
pour l'enseignant, notamment en termes d'animation, d'illustration, pour aider justement à la compréhension des savoirs enseignés. Et là, je voudrais juste aussi mentionner les enjeux importants qui ont été mis en avant par plusieurs sociologues sur l'évolution des supports et les enjeux dans les apprentissages. Donc, pour souligner l'importance de ces supports, surtout quand on essaye aussi là d'avoir un enseignement qui est un petit peu vigilant ou attentif à la reproduction à la non-reproduction plutôt de stéréotypes. Alors, pour mettre en œuvre leurs enseignements, on observe une variété de supports. Ça va de la vidéo, donc un jour une question, la laïcité, donc ça c'est très courant dans les séances. Une mise en relation avec la charte, le recours à l'ouvrage de littérature de jeunesse, La Cité Babel, grand livre des religions, mais quelquefois aussi, on peut avoir des scénettes à partir desquelles les élèves expriment leurs idées reçues ou encore leurs représentations. Mais d'une manière générale, le support phare de ces séances, c'est bien entendu la charte qui est devenue incontournable depuis qu'elle existe. Alors, notamment, tant plus que son existence est peu contestée par les EFS. Alors, il n'y en a qu'une seule de tous les enquêtés qui n'en voient pas l'intérêt, voire considèrent même que cette charte est en elle-même porteuse de difficultés parce qu'elle ouvre notamment des questions qu'on ne se serait jamais posées si elle n'avait pas existé. Et en disant ça, elle veut parler de la question des accompagnements de sortie scolaire en notant plus loin qu'elle pense que ça va un peu trop loin, cette charte. Donc, sinon, j'indiquais que c'était vraiment l'outil plébiscité par les EFS et la plupart considèrent que la charte est intéressante pour plusieurs raisons. Donc, ils la trouvent déjà ludique, un peu comme une BD, donc nous dit une d'entre elles. Il y en a qui, de ce fait-là, utilisent souvent la version simplifiée de la charte proposée par la Ligue de l'enseignement. Il y en a d'autres qui la mettent plutôt en relation avec les règles de la vie de classe et donc ça leur sert vraiment pour notamment remobiliser les élèves sur les règles de vie de classe construites ensemble. Alors cela dit, il est frappant quand même de constater que ce recours et plébiscite massif pour la charte cache quand même des problèmes importants et notamment on remarque quand même que ça n'est pas, ça a un lien avec l'appréhension à laquelle sont confrontés ces étudiants quand ils doivent mettre en place cet enseignement. Alors ces appréhensions émergent de plusieurs façons et notamment à travers le souci principal, et là on rejoint la question, le statut même de ces enseignants qui débutent dans le métier et qui doivent faire face à plusieurs qui sont aussi dans un processus d'apprentissage des compétences pour pouvoir mettre en place leurs enseignements. Alors le souci principal reste la gestion de classe et la peur de perdre le contrôle des élèves. Et ça, ça a déjà été dit aussi précédemment dans d'autres interventions, et notamment le fait de pouvoir, le fait que surgissent des questions religieuses auxquelles on ne sait pas forcément réagir et du coup installer un climat de classe assez délétère. Donc, la charte constitue alors pour ces enseignants
voilà, une manière de canaliser la parole des élèves et ça leur donne aussi le sentiment de sécuriser leur séance. Donc, alors on voit ici aussi qu'ils sont rattrapés par des difficultés pédagogiques qui sont, je l'ai dit, liées à l'entrée du métier, qui vont au-delà même de la simple question de gestion de classe, mais aussi notamment dans la maîtrise des processus d'apprentissage qui restent encore assez fragiles pour eux. Donc, ça pose la question de la formation qui est importante ici et on voit que voilà, ils sont conscients de leurs limites. Ils n'hésitent pas à interroger la formation qu'ils reçoivent au sein de l'INSPE, notamment pour regretter le peu de formation quand elle existe, ou alors même pour souligner quand même des tensions au cours même de ces formations. Alors, ce qu'on peut relever, c'est que, comme on voit apparaître dans quelques extraits sélectionnés, donc une qui mentionne 2 heures d'amphi sur les valeurs de la République, une autre qui évoque voilà, l'orientation donnée par la formatrice à cet enseignement en leur proposant 2 photos de Charlie Hebdo et en leur disant qu'en gros, ça, c'est la laïcité et qu'il n'y avait pas… voilà, ce qui, bien évidemment, posait quelques questions à l'EFS qui en parle. Donc, quand on pousse un peu l'entretien avec elle, elle raconte aussi comment les tensions qui peuvent émerger dans le cadre de ces enseignements et notamment des micro-agressions même de la part d'une formatrice qui se permet de mentionner quand même elle a des propos qui peuvent être choquants, notamment quand elle dit je présente les photos au risque de me faire égorger, mais en plus en visant un groupe de filles qui portent un bonnet. Et là, on revoit surgir quand même des tensions voilà, qui peuvent exister même au sein des formateurs et des formatrices, notamment sur leur propre conception de la neutralité au sein de l'INSPE. Donc, voilà, je laisse la parole à Fanny pour la suite. Oui, alors on passe vite du coup parce qu'en fait on a vraiment beaucoup de matériaux et du coup je pense qu'on avait un peu trop prévu. Alors le troisième point, mais je pense que ça surprendra personne, c'est qu'effectivement la laïcité est devenue une valeur de la République. Donc voilà, c'est présent, y compris d'ailleurs dans les instructions officielles et c'est surtout repris par les enseignants et les enseignantes. La laïcité, ça fait partie de ce qu'on appelle les valeurs de la République et c'est pour promouvoir l'égalité dans les classes. Chacun a le droit d'avoir ses croyances, sa religion, mais on la laisse en dehors de l'école. Et globalement, les EFS ont tendance à insérer la laïcité dans l'idée de la règle, alors même que ça pourrait très bien se situer aussi d'ailleurs dans d'autres dispositions, notamment autour de la sensibilité par exemple, mais c'est vraiment l'idée de faire adhérer et respecter les valeurs républicaines, donc c'est vraiment l'idée de la règle. Et alors ça s'adosse sur quoi? Donc c'est pas non plus forcément très nouveau là ce que je dis là, mais c'est l'idée, donc ce qui a fait son apparition dans le cadre de l'EMC et dans le cadre de l'enseignement de la laïcité en particulier, c'est l'idée que ce serait un garant donc, de l'égalité des sexes. Donc, c'est la laïcité qui est érigée comme un rempart contre les atteintes à l'égalité femmes-hommes. Donc, quasiment toutes les séances qu'on a observées abordent d'une manière ou d'une autre l'égalité femmes-hommes ou l'égalité filles-garçons à un moment donné dans le cadre de leur séance. On promet l'égalité filles-garçons et on ne peut pas valider une ségrégation féminine ou masculine pour motif religieux. Pour vous, on peut difficilement enseigner la laïcité sans faire mention de l'égalité filles-garçons. Oui, totalement. Je perçois une surreprésentation
représentation de la croyance et du religieux, alors que la laïcité, c'est beaucoup plus vaste. Donc, en fait, ça rend compte, ça renvoie aussi à différentes appréhensions de ce que c'est la laïcité, y compris de ce que c'est la laïcité scolaire, et le fait que c'est en fait un objet en tension et qui, du coup, crée toutes ces incertitudes, toutes ces appréhensions différenciées, finalement, de ce qu'est la laïcité par les EFS. Alors, derrière ça, comment est-ce qu'on peut analyser ça, c'est qu'il y a une forme de curriculum caché de cet enseignement de la laïcité qui s'adosse sur l'idée de l'égalité filles-garçons, qui est l'idée d'une forme de racialisation du sexisme, selon les termes de Christelle Hamel, c'est-à-dire que derrière l'égalité filles-garçons, c'est le foulard, en définitive, qui est visé depuis la loi 2004. Et donc, ça sous-entend l'idée que le sexisme serait bien davantage l'apanage de populations catégorisées comme musulmanes. Et donc, il y a un implicite qui a finalement été saisi par les EFS. Tout ça n'est évidemment pas dit de manière explicite, mais c'est bien l'idée du curriculum caché qui passe. Quand on enseigne la laïcité, on enseigne l'égalité filles-garçons et les choses se recoupent. Alors, je passe maintenant sur le dernier point et je vais passer vite sur le premier point du dernier point puisque ça recoupe vraiment totalement ce que disait Lola tout à l'heure. C'est qu'il y a effectivement une difficulté une mise en difficulté des EFS sur le rapport à l'idée de parler de religion. En fait, cette question de parler de religion, ça n'est pas du tout appréhendé facilement. Alors, certaines vont complètement l'évacuer et dire qu'il n'est pas question de parler de religion en classe. D'autres vont se dire que oui, c'est tout à fait possible, mais par contre, ils ou elles ont peur justement d'être mis en difficulté s'il en est question. Donc, ce qui révèle quand même un certain nombre de confusions de la part des EFS rapport à cette question sur la place du religieux, la place du fait religieux et en relation avec l'enseignement donc de la laïcité. Mais surtout, ce qui nous a vraiment frappé donc à Créteil, en tout cas, c'est l'idée, c'est le fait qu'il y a une religion qui est particulièrement taboue, c'est l'islam. Et donc, à Créteil et partout d'ailleurs dans le débat public, comme l'ont montré d'ailleurs Jean Bobéro, entre autres, il y a l'idée que la laïcité est aujourd'hui associée donc à l'islam et plus précisément que l'islam menacerait la laïcité. Et ça, c'est quelque chose qui est qui est très incorporé par les EFS donc de Seine-Saint-Denis, qui mettent en œuvre en fait des enseignements qui contournent le fait donc de parler d'islam. Donc ils essayent, par exemple, donc ça nous a frappé, quand il est question des signes ostentatoires et quand ils décident de monter une séance où il sera question justement des signes ostentatoires, ils présentent donc là une petite photo d'enfants bouddhistes. Donc on en a au moins 3 sur notre corpus qui ont eu recours à cette image d'enfants bouddhistes. Et donc je vous ai mis rapidement. Non, attendez, c'est la slide suivante. Non, elle est. Oui, voilà. Oui, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Ce n'est pas pour autant que quelqu'un croit en Dieu, quelqu'un croit en aucun Dieu. Bon, chacun a sa propre religion. Et l'école, est-ce qu'on accepte toutes les religions à l'école? Musulmans, bouddhistes, vous connaissez la religion bouddhiste. Et en fait, ce type d'interaction est revenu plusieurs fois. Et une autre manière, donc c'est pareil, là encore, je vais très vite du coup. Donc voilà, là c'est dans le cadre de l'entretien. Donc le FS A4 souligne, donc cette idée-là est revenue aussi plusieurs fois, mais on n'a pas mis forcément tous les entretiens, que quand j'ai évoqué quelqu'un qui vient avec un t-shirt I love Jésus, j'ai fait exprès de prendre Jésus parce que dans ma classe, 60 à 70% sont musulmans pratiquants, ils sont suffisamment stigmatisés à l'extérieur et je savais que personne n'allait se sentir visé. C'est le but d'extérioriser l'exemple pour qu'ils perçoivent mieux les enjeux, montrer le côté garantie, préservation, plutôt que de mettre en avant les interdictions. Donc en fait, vraiment une réflexion aussi sur le public et du coup une manière de contourner cette question. Ces ruses pédagogiques aussi peuvent quelquefois se traduire par une attention sur plutôt les pratiques quotidiennes, sans que forcément d'ailleurs il soit question d'islam ou de religion musulmane à un moment donné, notamment sur la question avec l'usage donc d'une bande dessinée sur le fait avec l'histoire d'un petit garçon qui ne mange pas de jambon et où on discute aussi du coup de ce fait-là sur le fait qu'il ne mange pas de jambon sans forcément faire mention de la religion en tant que telle.
Alors, Fanny et Francine, je vous précise qu'il reste juste vraiment quelques toutes petites minutes. Voilà, conclusion, donc ce qu'on peut retenir de cette enquête dans les classes, parce que c'était ça vraiment l'objectif, de voir ce qui se passe dans la classe. Donc, on voit que les séances sont apaisées et conçues comme apaisantes, avec des questions, bien entendu, mais ce qu'il est important peut-être de retenir, c'est la mise en œuvre de ces stratégies pour éviter le débat. Alors, sur le choix des outils, donc un glissement vers des objectifs de discipline et de contrôle, avec finalement très peu de débat, une appréhension, ce qui est justifié par une appréhension de la question de la laïcité par les élèves, par les EFS. Donc, ce qui malheureusement questionne la formation, une formation qui ne répond pas aux attentes, alors même que il y a beaucoup d'injonctions autour de cet enseignement de la laïcité. Donc voilà, on va s'arrêter là et désolée pour... Désolée d'avoir été longue, on pensait qu'on arriverait à faire plus court, mais...